Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette période de rentrée pour vous parler un peu de mon été. J'ai plusieurs vidéos à faire sur le sujet et la première d'entre elles, c'était une vidéo pour vous partager un peu les leçons que j'ai retenues de cet été parce que j'ai pas posté énormément pendant les mois de juillet-août. C'était une période plus introspective que productive. J'ai eu beaucoup d'idées de vidéos mais j'en ai pas posté beaucoup finalement à part celle sur le yoga du visage que j'avais déjà tourné plusieurs mois en avance. Mais du coup, je réalise que j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous partager un petit peu comment je me suis sentie dernièrement, ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen de revenir sur ma chaîne en septembre, ce serait de vous partager un petit peu mon été à travers des leçons qui personnellement m'ont beaucoup servi et qui, je l'espère, pourront vous servir aussi. Donc sans plus tarder, je rentre directement dans le vif du sujet pour vous partager un petit peu mon expérience et ce que j'en ai tiré comme enseignement. Donc la première grande leçon que j'ai apprise cet été, c'est le fait qu'il n'y a pas d'urgence. Le sentiment d'urgence, c'est quelque chose qui me pèse très souvent, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que je dois faire les choses rapidement, que le temps passe trop vite et que j'ai pas vraiment de contrôle sur ma vie, que je dois m'imposer un rythme vraiment soutenu, sinon j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Donc le problème que ça cause, c'est que quand j'ai des idées, quand j'ai des objectifs, j'ai beaucoup de mal à structurer. Comme en plus j'ai un trouble de l'attention, ça n'aide vraiment pas, mais j'ai cette impression que je dois tout faire en même temps. J'arrive pas à prioriser, à me dire ok, en septembre je vais faire tel projet en priorité, en octobre je ferai celui-là, etc. Je sais que dans mon cas, la raison principale pour laquelle j'ai du mal à me projeter et que je fais toujours tout dans l'urgence, c'est parce que j'ai du mal à me faire confiance et à faire confiance à mes capacités futures. Parce que d'expérience, j'ai toujours eu d'énormes fluctuations dans ma vie, des périodes où soit j'ai des passages un peu dépressifs, des passages à vide où je perds toute productivité, ou des passages où ma santé physique ne va pas très bien, ou des périodes avec beaucoup d'imprévus, des épreuves de la vie, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai un peu une angoisse de cette incertitude à être capable de mener à bien mes projets dans le futur. Donc, si dans l'instant présent, je me sens créative, je me sens motivée à faire des choses, j'ai pas envie de me reposer sur la moi du futur qui ne sera peut-être pas apte à le faire et je porte tout sur mes épaules dans l'immédiat. Ce qui fait qu'en fait j'ai besoin en permanence de rentabiliser mon temps. C'est un énorme piège parce que comme je veux absolument tout faire en même temps, je m'épuise en permanence et je pense que c'est ça qui crée en fait ce cycle de périodes où je suis très productive et des périodes où je suis complètement down et où je n'arrive plus à rien faire. Donc cette sorte d'instabilité que je vis au quotidien, chez moi je pense que c'est la cause principale de ce sentiment d'urgence. Mais j'imagine qu'il peut y avoir plein de causes différentes. Je sais que c'est aussi un peu lié à une forme d'anxiété du temps qui passe parce que on a souvent l'impression que le temps passe tellement vite que finalement on a l'impression d'être un peu laissé en retrait derrière et de pas réussir à suivre le rythme. Et je pense que la cause principale à ça, c'est qu'on a tendance en fait à sous-estimer le temps qu'il nous faut pour mener à bien un projet. Parce qu'en fait quand on fait par exemple un rétro-planning ou qu'on essaie de prévoir, d'estimer combien de temps ça nous prendra, on a tendance en fait à surestimer nos capacités et à sous-estimer le temps que ça prendra. Et pourquoi ça? Parce qu'on pense toujours avec une espèce de biais qui fait qu'on estime toujours le temps dans un contexte idéal. C'est-à-dire qu'on imagine le temps que ça prendra dans un contexte où on ne vit pas d'épreuves personnelles, où on n'a pas de phase où on est malade par exemple, où on va pas avoir d'imprévus. Et en fait la vie ne se passe jamais comme ça, il y a toujours des imprévus qui vont nous ralentir. Et en fait je pense que quand on prévoit un délai pour mener à bien quelque chose, il faut toujours estimer une marge pour les imprévus. Si je devais faire une métaphore, je dirais que c'est un peu comme si vous achetiez une maison qui doit être rénovée pour que vous puissiez habiter dedans, qui va avoir besoin de travaux, mais que vous aviez une date super serré pour y vivre parce que votre bail actuel se termine et vous avez un budget que vous ne pouvez pas dépasser pour les travaux. Ça c'est vraiment la pire chose à faire parce que forcément que quand vous allez rénover votre maison, il va y avoir des imprévus que vous n'auriez pas pu anticiper à la visite, peut-être qu'il va y avoir un moment où un de vos ouvriers sera malade et que ça va ralentir la main d'œuvre, peut-être que les conditions météo vont pas se passer comme il faut, et bref, forcément toute personne qui a l'intention de rénover une maison va toujours compter une marge en plus aussi bien au niveau du budget pour les travaux que au niveau du temps que ça va prendre. C'est quelque chose que tout le monde sait. Et pourtant, dans la vie quotidienne, quand on essaie de mener un projet, on n'applique pas forcément cette règle. Quand on fait nos estimations, on part toujours du principe que tout va bien se passer. Et donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on a l'impression de jamais respecter nos deadlines, donc d'être particulièrement lent, et ce qui nous donne finalement ce sentiment d'urgence qui est contre-productif en fait. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment enregistré cette leçon cet été, c'est parce que honnêtement, j'ai eu beaucoup de phases down cet été. C'est-à-dire que quand je suis rentrée de vacances au début du mois de juillet, j'allais super bien et mon moral s'est maintenu pendant une semaine. Et ensuite, j'ai eu un énorme down et j'allais vraiment plus bien du tout pendant environ 2 ou 3 semaines. J'ai quand même réussi à être productive, mais forcément ça m'a ralenti. Et ensuite, à nouveau, au mois d'août, j'ai eu un peu le même schéma, c'est-à-dire que la première semaine, j'allais un peu mieux, j'étais moins fatiguée. Et puis finalement, à nouveau, un down où là, ça n'allait pas bien ni mentalement ni physiquement. Et forcément,
Ça, c'était quelque chose que j'avais pas forcément estimé dans mon programme. Et il se trouve que justement, je m'étais prévu une to-do list en août qui était hyper chargée parce que j'avais vraiment envie de rentabiliser ce mois d'août qui était censé être assez calme, où j'avais beaucoup de temps chez moi pour pouvoir mener à bien tout ça. Mais j'avais pas du tout estimé que pendant la moitié du mois, j'allais être totalement exténuée et j'allais pas avoir le moral. Ce qui fait que finalement, j'ai à peine rempli un quart de mes objectifs et ça m'a donné une pression énorme qui, je pense, en fait, a auto-alimenté ma fatigue. Donc en somme, je dirais que être dans la bienveillance envers soi-même et vivre en conscience, c'est aussi accepter le fait que tout ne se passe pas toujours comme prévu et que souvent les choses prennent beaucoup plus de temps que ce que l'on pensait. Donc si la première leçon c'est qu'il n'y a pas d'urgence, c'est dans le sens où je vous encourage vraiment à compter toujours large, même si c'est un peu frustrant, je vous jure que le temps passe tellement vite qu'en fait, même si un objectif vous paraît lointain, l'échéance arrive toujours rapidement. Mais ce que je veux dire c'est, soyez réaliste dans vos objectifs, laissez-vous du temps pour ne pas vivre dans ce sentiment d'urgence en permanence parce que c'est super anxiogène et c'est totalement contre-productif. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est que chaque petit pas compte. Parce que justement, on se fixe tellement parfois des gros objectifs qu'on se rend pas compte de nos petites avancées. Et justement, cet été, j'ai eu l'impression d'avoir gâché mon été, j'avais l'impression d'être complètement passée à côté, justement parce que j'avais fait qu'une toute petite partie de ma to-do list du mois d'août, que j'ai pas du tout atteint mes objectifs, que j'ai pas réussi à poster des vidéos toutes les semaines comme je l'espérais. Et en fait, à la fin de l'été, j'étais tellement focalisée sur des choses que j'avais pas réussi à faire, que j'en ai complètement oublié tout ce que j'ai vécu de positif et tout ce que j'ai réussi à accomplir cet été. Et en fait, quand j'ai re-regardé un peu les différents rushs de vidéos que j'avais commencé à tourner, même si je les avais pas forcément finis, quand j'ai regardé un peu les photos de tout ce que j'ai vécu cet été, des moments que j'ai passés, etc., je me rends compte qu'en fait, j'ai vécu plein de choses cet été. J'ai peut-être pas accompli tous mes objectifs, mais il y a eu plein d'autres belles choses qui sont arrivées dans ma vie. Et même au niveau de ma productivité, quand je fais la liste des choses que j'ai réussi à faire, finalement, j'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal avancé dans certains projets, j'ai réussi à maintenir certaines routines. Donc ok, j'ai pas tenu mes routines tous les jours, ok, j'ai pas été super régulière dans tous mes projets, mais en vrai quand je fais le bilan positif, je me rends compte que j'ai accompli plein de choses et j'avais tendance à l'oublier tellement j'étais focalisée sur ce que je n'avais pas fait. Donc si vous voulez vous sentir bien et justement sortir de ce sentiment d'urgence, n'oubliez pas de temps en temps de vous poser, de regarder un peu derrière vous et de voir déjà tout ce que vous avez réussi à faire au lieu de vous blâmer en permanence pour ce que vous n'avez pas fait. Et le meilleur outil pour ça, c'est de faire des to-do list inversées, c'est-à-dire plutôt que de faire des to-do list des choses que vous devez faire, vous notez la liste des choses que vous avez accomplies, que vous avez déjà terminées. Et vous vous rendez compte qu'en fait, cette liste, elle est très remplie aussi. C'est peut-être pas les tâches que vous auriez prévues initialement, mais ça compte quand même. Et si je devais ajouter une toute petite nuance aussi à ce conseil, c'est le fait que parfois on a trop tendance à mettre deux cases, d'un côté les choses productives et de l'autre les choses entre guillemets non productives. Mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut se défaire parce qu'on se rend compte quand on y réfléchit souvent que ces critères sont super arbitraires. Par exemple, je considère que si j'ai réussi à entamer une tâche et à la terminer, comme par exemple tourner et publier une vidéo YouTube, c'est quelque chose de productif, mais je vais pas mettre dans ma productivité le fait d'avoir passé une journée avec des amis, alors qu'en fait c'est aussi quelque chose d'important. La vie sociale aussi c'est super important, donc pourquoi est-ce qu'on considérerait qu'aller prendre un café avec une amie c'est pas productif? Pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va mettre intuitivement dans notre to-do list, alors qu'au final réussir dans sa vie sociale c'est aussi important que de réussir dans sa vie professionnelle, que de réussir à prendre soin de sa santé. En fait tous les domaines de la vie sont importants. La troisième grande leçon que j'ai retenue de cet été, c'est que le lâcher prise est essentiel à la créativité. Et ça va vraiment dans la continuité de mes conseils précédents, parce que quand on est justement dans un sentiment d'urgence, dans un besoin de productivité et dans une recherche de quantité plutôt que de qualité, on n'est pas du tout dans le bon état d'esprit pour être créatif. La créativité, ça demande du calme et ça demande surtout de prendre son temps. Donc si vous êtes dans un sentiment d'urgence, vous ne pourrez pas être créatif. Pour vous donner un exemple, je suis quelqu'un qui adore peindre, mais je me rends compte que justement ce sentiment d'urgence, c'est la raison principale pour laquelle je ne m'accorde jamais de temps pour peindre. Parce que forcément, quand on est dans un sentiment d'urgence, c'est inconcevable de prendre le temps de sortir son matériel, de s'installer devant une toile et de passer 3, 4, 5, voire 10 heures devant un tableau. On a juste l'impression qu'on ne peut pas parce que ça prend trop de temps dans notre journée et qu'on a 1000 trucs à faire en priorité. Mais la plupart du temps, ces choses importantes, elles sont pas urgentes au point de ne pas pouvoir attendre le lendemain. Et peut-être qu'aujourd'hui, rien ne nous empêche de nous poser effectivement devant un tableau et de passer la journée à peindre. Mais malheureusement, le sentiment d'urgence fait que les petites tâches vont toujours passer avant les grosses, ce qui fait que finalement, les projets qui nous prennent vraiment à cœur, donc qui nous demandent vraiment de l'investissement et du temps, c'est ceux qui passent le plus à la trappe, ce qui est complètement paradoxal. Donc ce que j'ai vraiment compris, c'est que pour être créatif, il faut pas attendre d'avoir l'illumination, il faut pas attendre d'avoir l'inspiration soudaine pour pouvoir commencer à s'y mettre et à faire des choses créatives comme de la peinture, de l'écriture, de la création de contenu ou quoi que ce soit. Parce que si vous êtes sans arrêt dans l'urgence et dans les tracas du quotidien, cette inspiration ne viendra jamais. On peut pas forcer l'inspiration, ça sert à rien d'espérer qu'elle nous tombe dessus. Par contre, on peut la provoquer. Pour reprendre l'exemple de la peinture, finalement, les
les meilleures idées de tableau, je les ai eues en peignant. C'est-à-dire que je faisais un premier tableau sans trop me prendre la tête, et puis le lendemain et le surlendemain, j'avais plein d'idées de peinture. Avec les vidéos YouTube, c'est pareil. Quand je fais pas de vidéo pendant plusieurs semaines, j'ai plus aucune inspiration, je me dis mais j'ai plus rien à partager, je me sens comme une coquille vide. Et dès le moment où je fais une ou deux vidéos, à ce moment-là, les idées fusent par centaines. Et c'est vraiment typiquement ce truc de c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, je pense que c'est vraiment en créant qu'on devient créatif. Et donc je pense que le mieux c'est vraiment de mettre le mental de côté, d'arrêter d'attendre ou d'espérer je ne sais quelle inspiration qui vous tomberait dessus, et de simplement lâcher prise, prendre une feuille, un crayon, un pinceau, peu importe ce que vous voulez créer, et de vous y mettre sans réfléchir. Et vous verrez que l'inspiration viendra comme ça. La raison pour laquelle c'est un des grands enseignements de mon été, c'est tout simplement parce que justement c'est quelque chose que j'ai appliqué. Donc certes, j'ai pas eu l'été le plus productif de ma vie, j'ai pas eu l'été le plus heureux, mais il y a quand même une chose dont je suis super fière, c'est que j'ai réussi à peindre plusieurs tableaux, j'ai réussi à écrire, j'ai réussi à faire pas mal de choses créatives et à dépasser justement ce blocage simplement en arrêtant de me prendre la tête et en créant sans réfléchir. Donc voilà, en somme, mon meilleur conseil pour être créatif, c'est vraiment le lâcher prise. Bon, il y a eu un cut dans ma vidéo parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais complètement zappé le 4e conseil et du coup il n'y en avait que 4 sur 5, donc je reprends les 2 derniers conseils de cette vidéo. Et donc le 4e, c'est que le temps n'est jamais perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup perdu mon temps, d'avoir été injustement ralenti cet été par les moments où je n'allais pas bien. Alors évidemment ça peut être du gâchis, c'est frustrant de passer des journées au lit à cause de notre santé physique ou de notre santé mentale, forcément c'est quelque chose dont on se passerait bien et je suis la première à l'affirmer en permanence. Néanmoins je pense qu'être dans la frustration des journées qu'on a passées au lit parce qu'on n'était pas bien ou des journées où on était déprimé et qu'on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit, c'est pas du tout un bon état d'esprit parce que finalement ça va juste nous consommer de l'énergie et créer de la frustration pour quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, on peut pas remonter le temps. Donc évidemment dit comme ça paraît plus facile à dire qu'à faire, on est encore dans la thématique du lâcher prise et presque d'une forme de stoïcisme par rapport au moment où on ne va pas bien et on n'arrive à rien faire. Mais ce que j'ai remarqué c'est que quand même cette frustration et cette culpabilité, elle a un côté un peu vicieux puisqu'en fait elle va aggraver la fatigue, elle va aggraver en fait notre mal-être et donc ça va donner plus de chances finalement d'avoir à nouveau des up and down et des moments où on déprime parce qu'on ressasse justement ces moments où on a l'impression d'avoir un peu gâché notre temps, d'être passé à côté de notre vie. Et honnêtement si je devais être dans cet état d'esprit au vu de tout le temps où ma santé physique ou ma santé mentale me fait entre guillemets perdre des journées, je pense que je plongerais en dépression. Donc je me rends compte que c'est pas du tout le bon état d'esprit à avoir. Et du coup l'important en fait c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est perdre son temps? En quoi ça consiste? Et je pense encore une fois que c'est parce qu'on a vraiment ce biais de productivité qui nous donne l'impression qu'une journée productive c'est une journée réussie et une journée où on se repose par exemple c'est une journée de perdu. Alors que comme je le disais pour le fait de sortir avec ses amis qui en soi est quelque chose de productif puisque c'est nécessaire, je pense que ça vaut tout autant pour le repos. Quand vous avez la grippe, quand vous avez 42 fièvres et que vous devez rester au lit, évidemment que vous êtes frustré, évidemment que vous préfériez être dehors et profiter de la vie ou bien avancer dans vos projets, mais vous savez que vous n'avez pas le choix, donc d'une certaine manière vous l'acceptez et puis quand ça va mieux vous reprenez vos projets. Donc évidemment là c'est pas très compliqué à accepter parce que peut-être que être malade et cloué au lit ça nous arrive 1 ou 2 fois par an pendant l'hiver, c'est pas très grave, mais quand on a des problèmes de santé chroniques, que ce soit au niveau de la santé mentale ou au niveau de la santé physique, qu'on a eu un burn-out, qu'on ait des tendances dépressives, qu'on ait une maladie chronique, peu importe, en fait quand on est dans cette situation, ce genre de période où on est bloqué, ça arrive extrêmement souvent. Et en fait je pense que dans cette situation c'est essentiel de voir le fait de prendre soin de sa santé et par là j'entends quand c'est nécessaire être dans un repos total comme quelque chose de productif. Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas mieux et si vous n'allez pas mieux, vous ne pouvez pas avancer dans vos projets. Donc d'une certaine manière certes indirecte, vous contribuez à vos projets en faisant ça, en prenant soin de votre santé et en vous reposant. Ça honnêtement c'est pas une leçon que j'ai assimilée seulement cet été. J'ai commencé à comprendre ça dès le moment où j'ai fait un burn-out et que j'ai réalisé que si je ne consacrais pas les prochains mois de ma vie à du repos total, à récupérer ma santé, je ne pourrais plus du tout être entrepreneuse, je devrais complètement laisser tomber tous les projets que j'avais construits jusque-là et que finalement c'était bien pire que de juste sacrifier quelques mois de ma vie. Et aujourd'hui est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps? Oui et non, parce qu'en fait quand on se repose on ne fait pas rien. Certes on n'est pas en train d'avancer concrètement dans des projets, on n'est pas en train de travailler, mais notre cerveau il est toujours actif, on continue à évoluer personnellement et justement les périodes de repos sont souvent des périodes très introspectives. C'est ça la prise de conscience que j'ai eue cet été, c'est que ok sur ces 2 mois d'été il y a eu 5 ou 6 semaines où j'allais vraiment pas bien, mais est-ce que ça équivaut à dire que ces 5 ou 6 semaines n'ont pas existé? Est-ce que c'est comme si vraiment elles avaient disparu? Non, parce qu'en fait pendant ces semaines j'ai eu beaucoup de réflexions personnelles, j'ai pensé à mes projets, j'ai réfléchi aux choses qui étaient difficiles, j'ai essayé de régler certains de mes problèmes, donc en fait même quand je ne fais rien, même si ok j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas réussi à avancer dans mes projets pro, j'ai dû mettre plein de choses entre parenthèses, le fait est que j'ai quand même
énormément évolué. Et j'en arrive donc à l'idée selon laquelle je pense que les temps d'accalmie, les moments où on n'est pas dans la productivité, où on n'est pas dans l'action, mais plutôt dans l'introspection, en fait ces phases-là, elles sont peut-être aussi essentielles que les périodes où on est dans l'action. Parce qu'en général, quand on est dans l'action et pas dans l'introspection, on a beaucoup moins le temps de réfléchir, de cogiter, de se poser des questions, etc. Donc j'ai tendance à penser que finalement, peut-être que ce rythme entre des périodes calmes et des périodes d'hyperproductivité, c'est pas si mal que ça. Et c'est pas du temps qui a servi à quelque chose versus du temps gaspillé. Pour moi, je pense que la seule chose qui peut vraiment nous faire gaspiller notre temps, c'est par exemple si on passe des journées à scroller de manière un peu vide sur les réseaux sociaux. En tant que personne qui crée moi-même du contenu, je ne peux que vous recommander simplement de vous poser la question, est-ce que le contenu que vous consommez vous apporte quelque chose de positif ou de négatif? Mais voilà, en tout cas, consommer du contenu qui ne vous fait pas du bien. Si vous faites ça à longueur de journée, là oui, vous pouvez avoir le sentiment de perdre votre journée. Mais je ne jette la pierre à personne parce que dans les journées où je suis très fatiguée, c'est un peu une solution de facilité pour occuper son esprit, pour tuer le temps, puisque de toute façon, j'ai pas forcément l'énergie de faire autre chose qu'être juste dans mon lit. Mais c'est vrai que quand je peux, j'essaye toujours de passer moins de temps sur les réseaux et de plutôt regarder des formats longs, des vidéos YouTube, des séries, des films ou de lire un livre. Même si ça demande un peu plus d'efforts cognitifs, au moins ça me permet quand même d'avoir l'impression justement de ne pas gaspiller ce temps de repos à faire des choses qui ne me font pas du bien. Donc voilà, mon quatrième conseil, c'est d'arrêter de penser qu'une journée qui n'a pas été productive ou qu'une journée de repos ou une journée où on n'allait pas bien, c'est une journée de gâché, une journée de perdu. Parce que la productivité n'est pas la seule chose qui doit donner du sens à notre existence. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, c'est un point que j'ai déjà abordé dans une de mes vidéos, mais qui est quand même vraiment important, donc je tenais à en reparler ici, parce que tout simplement c'est encore quelque chose qui a été assez présent dans mes réflexions de cet été, c'est le fait que la charge mentale peut vraiment être paralysante. C'est-à-dire que quand on a vraiment une to-do list chargée, quand on a plein de petites tâches qui s'accumulent, on a tendance finalement à avoir une sorte d'épuisement avant même de s'y mettre, et ce qui fait que finalement on n'a même pas envie de commencer, et ça continue à s'accumuler, et ça peut créer un cercle vicieux dans lequel on se sent complètement surmené. Le point vraiment que je voulais souligner dans ce conseil, c'est le fait qu'il existe plusieurs types de fatigue. Par exemple, si vous êtes fatigué physiquement, il va vous falloir du repos physique, donc ça peut être simplement s'autoriser une journée au lit, regarder des séries sur Netflix, etc. Ça va notamment concerner les personnes qui sont en burn-out ou qui sont malades par exemple. Si c'est plutôt une fatigue mentale, une fatigue psychologique, surtout si ça s'accompagne de symptômes un peu dépressifs, etc., là il vaut mieux éviter de trop se reposer physiquement parce qu'on risque de tomber dans l'hypersomnie et de se sentir encore plus épuisé, mais il vaut mieux plutôt s'aérer l'esprit, sortir se promener, voir un petit peu de monde pour se changer les idées, etc. Donc déjà rien que ces deux types de fatigue, la méthode pour récupérer est assez différente, mais il y a aussi un autre type de fatigue et c'est de celui-là dont je veux parler et il est important de les différencier, c'est la fatigue quand on se sent un peu étouffé par toutes les choses qu'on a à faire et qu'on est en fait dans une paralysie d'action. C'est pas vraiment une forme de fatigue à proprement parler, mais ça nous donne le sentiment d'être écrasé sous un poids qui nous paralyse tellement que finalement ça donne la même sensation que quand on est épuisé. Et en fait la manière que j'ai pour reconnaître ce type de fatigue, c'est que aucun type de repos ne soulage cette fatigue. C'est-à-dire que je peux rester allongée autant que je veux, je peux essayer de sortir, me changer les idées, ce poids reste présent et surtout elle est toujours associée à une anxiété sous-jacente quand je pense à mes tâches à faire, à mon travail, etc. C'est vraiment les signes qui font que je reconnais en fait la paralysie d'action quand je me sens tout simplement écrasée sous le poids de ma propre to-do list et de ma charge mentale. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que la charge mentale peut être paralysante. Donc forcément quand on est dans cette situation, si l'on fuit notre responsabilité en se reposant, en restant au lit à regarder Netflix ou bien en sortant voir des amis pour ne pas y penser, d'une certaine manière ça va juste repousser et aggraver le problème parce que les tâches vont continuer à s'accumuler. Et du coup quand on est dans cette situation, là au contraire ce qui est le plus efficace pour en sortir c'est l'action. Donc c'est exactement le contraire et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir reconnaître les différents types de fatigue parce qu'ils coexistent tous et on les rencontre tous au quotidien. Mais donc une fois que j'ai identifié que j'étais dans une paralysie d'action anxieuse, la meilleure chose à faire c'est tout simplement de faire ce que j'appelle une liste de charge mentale. C'est vraiment de faire un brain dump et de noter absolument tout ce qui me pèse, tout ce qui me cause un peu de l'anxiété qui est dans un coin de ma tête, que je procrastine. Ça peut être une petite tâche juste qui concerne la journée actuelle, tout comme une tâche que je procrastine depuis 3 mois, peu importe, tout ce qui me pèse, quel que soit le poids, je vais le noter et une fois que j'ai tout noté sans réfléchir comme un brain dump, à ce moment-là je vais les trier, les ranger un peu par catégorie, etc. Et là à ce moment-là, déjà rien que le fait de mettre tout sur papier, ça enlève un poids énorme qui est le fait d'avoir peur d'oublier une chose à faire parce que la pression quand on a un truc en se disant ah faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, rien que cette pensée elle cause de la fatigue, elle cause de l'anxiété. Une fois que tout est rassemblé sur le papier, déjà vous avez plus ce stress d'oublier. Et donc une fois que cette première étape est faite, déjà ça fait du bien. La deuxième étape c'est
de comprendre qu'en fait ce qui nous paralyse, c'est pas la difficulté des tâches en elles-mêmes, c'est leur quantité. Par exemple, ça peut m'arriver parfois d'être complètement paralysée à l'idée de devoir passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous médical. Donc évidemment, l'anxiété administrative, l'anxiété du téléphone, ça arrive très souvent et moi-même j'avoue que j'ai une petite boule au ventre quand je dois passer un coup de fil, mais c'est pas au point que je ne suis pas capable de le faire et je le sais au fond de moi. Mais souvent c'est parce que c'est accumulé à plein de petites choses et que je sais pas par où commencer. Donc prendre conscience que c'est non pas la difficulté des tâches mais plutôt leur quantité qui cause ce poids et ce stress, c'est déjà un grand pas parce qu'à ce moment-là, on peut simplement se dire ok, quelles sont les tâches qui, même si elles sont pas très agréables ou qu'on n'a pas trop envie de les faire, comme justement je disais passer un coup de fil ou prendre un rendez-vous, quelles sont parmi toutes ces tâches celles dont je peux me débarrasser rapidement. Et en fait l'idée c'est de commencer par toutes celles qui prennent moins de 5 minutes. Pourquoi? Parce que le but c'est de réduire la liste au maximum. Alors ok, peut-être qu'après il va rester les gros trucs ou des trucs plus difficiles, mais ce sera beaucoup plus facile de vous en débarrasser et de les caser dans votre emploi du temps s'il n'en reste plus que 4 ou 5 par exemple. Vous pouvez en faire une par jour pendant une semaine, mais si vous en avez une quarantaine, donc plein de micro-tâches, forcément vous vous sentez complètement envahi et c'est tout à fait normal d'être paralysé à l'idée de devoir faire tout ça. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps faites un brain dump et écrivez absolument toute votre liste de charge mentale du plus petit truc insignifiant au truc le plus important. Regardez dans cette liste quelles sont les choses qui feraient moins de 5 minutes à régler et faites-les toutes d'un coup. Même si ça vous consomme énormément d'énergie pendant 1 heure ou 2, au moins vous serez hyper soulagé après. Et ensuite, celles qui prennent un peu plus de temps, planifiez-les et faites-les dès que vous le pouvez. Et je vous jure qu'à chaque fois que j'ai fait ce processus étape par étape, j'ai senti une différence incroyable au niveau de mon énergie physique et même de ma santé mentale. Donc vraiment, en somme, si je devais vous conseiller une seule chose, c'est ne négligez jamais le poids que peut avoir la charge mentale sur votre état physique et mental. Voilà, c'était le dernier conseil que je voulais vous partager dans cette vidéo, qui est aussi une chose qui a pris beaucoup de place dans mes réflexions de cet été. Personnellement, j'adore utiliser les moments un peu difficiles de ma vie pour en tirer des leçons, pour moi-même avant tout, mais aussi pour le plaisir de pouvoir vous les partager. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Si vous aussi vous avez eu des prises de conscience ou si vous avez des conseils que vous avez appris ces derniers mois, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour en faire profiter d'autres personnes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter ou la partager, c'est un précieux soutien pour moi. Je suis vraiment contente d'être de retour sur YouTube. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel été. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et comme toujours, prenez bien soin de vous.